I have come here to chew bubblegum and kick ass. The limits of debate in this country are established before the debate even begins, and everyone else is marginalized. They're made to seem either to be communist or some sort of disloyal person, a kook, there's a word, and now it's conspiracy. See, they've made that something that should not be even entertained for a minute, that powerful people might get together and have a plan. Doesn't happen. You're a kook. You're a conspiracy buff. La série ultra populaire Stranger Things met en avant à un large public le monde du MK Ultra, mélangé avec beaucoup de fantaisie et de science-fiction. À travers son histoire et son symbolisme, la série raconte de manière véritable les sujets qu'elle aborde, de quoi laisser perplexe pas mal de personnes. Regardons le sens véritable de Stranger Things. Avant Stranger Things, les frères Duffer ont fait We All Fall Down et Road to Moloch, ainsi que la série Wayward Pines. Diffusée sur la Fox, cette série vraiment particulière, dans le sens où elle commence très bien, une sorte de Truman Show en série après un nouvel ordre mondial, tout en ayant des creux dans son scénario qui aurait mérité d'être réécrit pour permettre d'aboutir sur une série télévisée de qualité en termes de façonnage de la pensée. Toutefois, le terme Enlightenment is coming est prononcé, l'affiche numéro 1 préfigure l'attrait pour l'Upside Down omniprésent dans Stranger Things, et l'affiche numéro 2 pose la question qui devra hériter de la Terre avec la main d'un bébé ayant choisi la bête. Les frères Duffer ont donc été impliqués dans Wayward Pines, une série qui a dû échouer dans sa mission de programmation mentale, car la saison 2 expédie en moins de 5 minutes les personnages restants de la saison 1 pour repartir sur une suite méconnaissable. Dans l'histoire, le scientifique qui sauve l'humanité s'est autoproclamé comme le sauveur incarné, comme fils Jésus-Christ. Il est dépeint comme un injuste et tyrannique, et tous ceux qui croient en lui sont dépeints comme des fanatiques irrationnels. Là où Wayward Pines a échoué, The Handmaid's Tale a réussi dans cet objectif de faire une série où les méchants sont des croyants à la Bible, alors que dans Wayward Pines, le méchant ressemble plus à quelqu'un comme David Rockefeller et non Jésus-Christ. Salué pour son histoire prenante et la très bonne distribution d'acteurs, Stranger Things a rapidement connu le succès avec un groupe de 4 garçons jouant à Donjons et Dragons qui se baladent en vélo ensemble et qui restent en contact en permanence grâce à des walkie-talkies de taille réalistique. La série a réussi à mettre en valeur la période où se déroule l'histoire de belle manière, les années 80. Plus important, la série a incorporé dans son histoire l'un des pires programmes secrets de la CIA, nommé MK Ultra, aussi appelé Projet Bluebird, sujet tabou pendant des décennies. Entre la réalité et la fiction. La série commence avec 4 amis, Mike, Will, Dustin et Lucas, qui jouent à Donjons et Dragons. Mike, le maître du donjon, initie la prémisse de la quête de ses amis. Il initie aussi la prémisse de la série.
Quelque chose se rapproche, quelque chose qui a faim de sang. Une ombre se rapproche sur le mur derrière toi, qui va t'avaler dans l'ombre. Il est presque là. La partie de Donjons et Dragons dure depuis 10 heures. La première saison de Stranger Things dure à peu près 10 heures. Alors que les garçons apprennent l'horrible facette du gouvernement avec son programme MKUltra, leur aventure est constamment comparée à une quête de Donjons et Dragons. Will, le garçon qui disparaît, est le magicien de la partie. La force du magicien réside dans leurs esprits, puisqu'ils sont capables de magie et d'autres actes paranormaux, comme la téléportation et la télékinésis. Comme nous le verrons plus tard, c'est sur ce domaine que le programme MKUltra s'articule. Quelque part, les objectifs diaboliques de l'élite occulte sont contrastés par l'innocence et la gaieté des enfants. Will, enlevé dans l'Upside Down, est lié au magicien coincé avec le Démogorgon, dans la vallée des ombres. En résumé, les créateurs de la série sont les maîtres du donjon, emmenant les téléspectateurs dans une quête de 10 heures. Alors que Donjons et Dragons sont de la fantasy, les événements survenant dans Stranger Things sont basés sur de très étranges choses qui se sont réellement produits. Basés sur le projet Montauk. Chérie, nous devons leur faire confiance, c'est notre gouvernement, ils sont de notre côté. Cette phrase au-dessus dite par un père naïf a un autre sens. L'histoire décrit bien un gouvernement de l'ombre qui existe peu importe la personne élue à la tête de l'État, qui œuvre sans que la population n'en soit consciente, créant des programmes, des expériences et des missions totalement inconnues du public, alors qu'il contrôle les ressources et les réseaux de la nation. Dans Stranger Things, les structures d'État nommées sont celles-ci, la CIA, la NSA et le département de l'énergie. Opposant sans cesse la réalité et la fiction, l'horreur de la réalité avec l'euphorie de la fantasy, la laideur de l'humanité avec l'innocence des enfants, Stranger Things est fortement imprégné de la notion de dualisme. Car l'histoire survient dans un monde avec deux facettes, le monde réel et l'Upside Down. Une version sombre et maléfique de la réalité. Bien que séparés, ces mondes sont connectés par un portail dont la majorité ignore l'existence. Existence qui n'est pas révélée au grand public et pourtant, il affecte la vie de tous. Stranger Things parle de ceux qui nous dirigent et de leurs implications dans des choses des plus étranges. À travers son histoire, ses personnages, son symbolisme et sa musique, Stranger Things révèle le côté obscur de l'élite. Analysons de près l'histoire de Stranger Things. Dans Stranger Things, le site utilisé pour le programme MKUltra, où se trouve le portail qui a été ouvert, donnant accès à l'Upside Down, se trouve au National Laboratory of the US Department of Energy. L'actuel département de l'énergie US est un de ces énormes organismes financés par l'État fédéral américain, avec un budget en 2014 de 24 milliards de dollars, et il gère une grande infrastructure sur tout le pays. Et pourtant, peu de personnes connaissent ce qui est fait à l'intérieur de leur laboratoire. Le département de l'énergie des États-Unis est un département de l'administration fédérale américaine responsable de la politique énergétique et de la sûreté nucléaire. Ses domaines de compétences incluent le programme national d'armement nucléaire, la fabrication de réacteurs nucléaires pour la marine des États-Unis, la gestion des économies d'énergie, la recherche liée à l'énergie, la gestion des déchets radioactifs et la production domestique d'énergie. Il y est fait aussi de la recherche directe sur le génome. Le projet Génome Humain provient d'une initiative du DOI. Le département soutient également la recherche scientifique dans d'autres domaines, plus que n'importe quelle autre agence fédérale américaine, notamment au travers du réseau des laboratoires nationaux. Stranger Things se déroule dans une ville fictionnelle appelée Hawkins dans l'Indiana, où un laboratoire national effectue un programme de recherche MKUltra. Il est intéressant de souligner que le titre original de la série était Montauk, qui d'ailleurs devait se dérouler à Montauk dans l'état de New York. Pour ceux qui ont fait des recherches sur le contrôle mental, ce nom devrait vous rappeler quelque chose. Montauk est le site de Camp Hero, la base militaire où le tristement célèbre projet Montauk eut lieu. Ce qui s'est passé à Long Island est connu sous le nom de projet Montauk
projet lié à une série d'expériences top secrètes dans le contrôle mental, le voyage dans le temps, la psychotronique et la création de trous noirs. Ces expériences se déroulaient sur une ancienne station radar de l'armée de l'air, ou pour être exact dans un vaste complexe souterrain caché sous cette station radar. L'effort principal de ces expériences était concentré sur le contrôle mental, réunissant des jeunes hommes qui avaient des sensibilités psychiques et dans certains cas, ces jeunes hommes avaient été enlevés. Les garçons s'asseyaient sur une chaise spécialement conçue pour décupler leur habilité sensorielle. Cette chaise était pulvérisée par des ondes qui permettaient aux scientifiques de contrôler l'esprit des sujets. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les sujets les plus doués étaient capables de se focaliser tellement fort sur des objets que parfois, momentanément, ils se matérialisaient. Selon la légende, la base perdit son financement à la fin des années 60 car la technologie radar était obsolète tout en restant fonctionnelle jusqu'en 1983. De nos jours, cet endroit est un parc, mais les infrastructures sont intactes et l'équipement radar est toujours là. De plus, de ce que j'en sais, le plus étrange est que le gouvernement a donné le terrain à l'État de New York, mais il est resté propriétaire de l'infrastructure souterraine. Apparemment, il y a plusieurs niveaux souterrains qui étaient utilisés pour des recherches et la base radar était une couverture. Certaines personnes affirment qu'il y a une ville souterraine sous cette station radar, toujours opérationnelle, utilisée par les divisions secrètes de l'armée. Certains disent que la station radar est un leurre pour masquer les expériences militaires dans les domaines du voyage dans le temps, le contrôle mental, justifiant tout l'équipement électronique. La station de l'armée à Montauk serait responsable de terribles expériences en coopération avec des labos de recherche de la région et la base Mitchell sur Long Island. Weird US Military Mayhem in Montauk, Long Island. Les créateurs de Stranger Things ont été clairement inspirés par le projet Légende de Montauk. Les créateurs ont cependant choisi de localiser l'histoire de Stranger Things dans une ville fictionnelle dans l'Indiana, lieu différent mais toujours l'état profond qui opère dans Stranger Things. Censé avoir été suspendu dans les années 70, le programme MKUltra est toujours actif dans Stranger Things. Dans Stranger Things, l'État profond prend toutes les mesures nécessaires pour masquer son existence. Il espionne la population, écoute téléphonique, tue ceux qui en savent trop, en masquant cela en suicide, falsifie la mort des enfants enlevés et entrave l'enquête des policiers locaux. En gros, l'État profond opère par-dessus la loi et remplace toute structure étatique. Jim Hopper, le chef de la police d'Hawkins, suspecte cette couverture de l'État profond et finit en enquêtant par découvrir la vérité. Je sais que vous faites des expériences sur des enfants enlevés à des parents dont vous avez retourné le cerveau, et je sais que cette fois-ci vous êtes allé trop loin. Les choses sont définitivement allées trop loin, contrairement à ce qui est dit officiellement sur le véritable projet Montauk. Dans Stranger Things, l'expérience aboutit sur l'ouverture d'un portail sur l'Upside Down, d'où surgit un être sans visage qui enlève les enfants. La dangerosité et l'intensité des expériences au National Laboratory créent l'ouverture d'un portail sur l'Upside Down, une version sombre et maléfique du monde réel. Les enfants la comparent à la vallée des ombres de Donjons et Dragons. Le portail sur l'Upside Down est tellement puissant qu'il altère le champ magnétique dans la ville d'Hawkins, causant un dysfonctionnement des boussoles qui ne pointent plus vers le véritable nord, mais sur le labo. Symboliquement, cela représente comment l'élite occulte et ses agissements changent indirectement la vie de la population entière. Dans la réalité, le programme MKUltra touche au monde de la métaphysique, à l'ésotérique et à l'occulte, travaillant pour Satan et non pour le bien de l'humanité. Et lorsqu'ils y parviennent, une force maléfique est relâchée qui impacte toute l'humanité sans qu'elle s'en rende compte. En gros, la population perd son vrai nord. Dans Stranger Things, ce qui sort de cette Upside Down, c'est une créature sans visage que les enfants décident d'appeler Démogorgon, comme Donjons et Dragons. Bien que ce monstre soit une pure créature de science-fiction, elle représente le côté bestial, monstrueux des expériences scientifiques menées par l'élite occulte. Attiré par le sang des enfants, le Démogorgon les fait disparaître de la surface de la Terre pour les amener dans l'Upside Down, qui représente le côté sombre, maléfique, dissocié qu'est le monde de l'élite occulte.
Quand les personnages de la série décrivent le Démogorgon, ils disent qu'il n'a pas de visage. Comme dans la réalité, nous n'avons pas de visage à mettre sur l'élite occulte et leur programme MKUltra. Le nom Démogorgon a son importance, faisant référence à une force démoniaque. Dans Donjons et Dragons, le Démogorgon est un puissant prince démon. Il est connu comme le prince des démons, un titre autoproclamé qu'il détient en vertu de son pouvoir et de son influence. Titre qui à son tour est reconnu par les mortels et par les démons. Le Démogorgon est une figure mythologique, qui tire son origine non de la mythologie gréco-romaine classique, mais de Boccace au XIVe siècle, dans sa généalogie des dieux païens. Selon Boccace, le Démogorgon serait le père de tous les dieux, un vieillard blême, couvert de moisissures humides et vivant dans les entrailles de la terre au milieu des ténèbres. Dans la série, le Démogorgon qui représente l'élite satanique occulte, qui se nourrit du sang des enfants, de leur innocence, afin de s'en servir dans des rituels afin de gagner du pouvoir. À un moment, dans la série, Brenner, le responsable du programme MKUltra, dit une phrase qui a son importance. Cela peut paraître anodin, Brenner répète le mot 6 3 fois, pour faire référence à des personnes enlevées cette semaine-là à Hawkins. Est-ce une manière de dire que les enfants enlevés vont servir à nourrir le système du 666 ? Piégé dans l'Upside Down, Will Byers est progressivement ingurgité par quelque chose infiltrant son corps. Un autre enfant détruit par le système. Une autre victime du système, 11, une esclave MKUltra qui fut enlevée à la naissance. Alors que le shérif et la mère de Will entrent dans la chambre conçue pour 11 lors de leur visite chez sa mère, le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles est là pile au milieu du cadre de l'image. C'est un important symbole du monde MKUltra, de la même façon que le lapin leurre Alice dans le miroir, les gestionnaires du MKUltra leurrent des esclaves du côté sombre qu'est le contrôle mental. Dans Stranger Things, 11 est née avec des talents précis. Paraît qu'elle est née avec des capacités spéciales, télépathie, télékinésie. Vous savez, des trucs qu'on fait avec son esprit. C'est pour ça que le grand vilain monsieur l'a prise. Son enfant est une arme pour combattre les communistes. En termes MKUltra, 11 est le produit d'une programmation Theta qui se focalise sur la perception extrasensorielle. Tout cela n'est pas du domaine de la science-fiction, cependant il est établi que la CIA a investi des dizaines de millions de dollars dans la recherche dans ce domaine. Theta, estimé comme important dans la programmation de personnes douées de dons psychiques, les familles ancestrales satanistes étaient déterminées à montrer une plus grande habilité dans la télépathie que les non-satanistes ancestraux. De par ces limitations évidentes, plusieurs formes de systèmes de contrôle mental électronique furent développés et introduits, notamment des appareils médicaux de télémétrie, implants au niveau du cerveau, des lasers à énergie directe qui utilisent des micro-ondes et ou électromagnétiques. Il est établi que tout cela est utilisé en conjonction de super ordinateurs et des systèmes de triangulation de position, Ron Patton Mind Control. La programmation Theta a reçu son nom comme l'alpha, la bêta et la delta ont reçu leur nom en partie du fait qu'il y a 4 types d'ondes EGG provenant du cerveau. Les ondes Theta sont fréquentes chez les enfants. Le domaine des armes psychiques est devenu une branche parmi la recherche du programme MKUltra. C'est la programmation Theta, c'est le mariage des pratiques occultes avec le top du domaine de la science. L'idée étant la capacité à refaire ce qu'a fait Élisée dans 2 Rois chapitre 6 versets 11 à 12, lorsque télépathiquement il espionna l'ennemi, découvrit leurs plans et donc ruina leurs chances de réussite. Aujourd'hui c'est appelé espionnage, et dans l'armée américaine comme psychotronique. Bien entendu, la position de la CIA est qu'ils n'ont pas réussi à créer ces armes psychotroniques, bien entendu, ils mentent. Les pratiquants de magie noire ont aiguisé leurs talents pour contrer des attaques de magie depuis des siècles. Sont-ils superstitieux ou font-ils du zèle? Ou est-ce efficace? Les Illuminati et Hitler croyaient dans la magie noire. Les militaires servant des Illuminati ça veut dire luciférien, utilisent la télépathie, les armes psychiques, la projection astrale et d'autres sciences occultes qu'ils testent sur leurs esclaves MKUltra.
Tout cela fonctionnant mieux avec certaines drogues, certains types d'ondes cérébrales, l'entraînement et la démonologie. Fritz Springmeier dit Illuminati Formula to create a mind control slave. Bien que 11 ait des super pouvoirs considérés comme super géniaux par ses amis, ils sont clairement le résultat de plusieurs années de maltraitance. Depuis la naissance, elle est gérée par son contrôleur qu'elle appelle Papa, mot utilisé dans le monde MKUltra. Après avoir passé des années enfermée dans un labo, 11 peut à peine communiquer et montre plusieurs signes de maltraitance. Lorsqu'elle tue 2 gardes qui allaient l'enfermer dans sa cellule, son papa vient la récupérer et la prend dans ses bras, lui donnant de l'affection uniquement dans ce genre de cas, agissant comme un bon contrôleur MKUltra. Dénuée d'une personnalité propre qu'elle n'a pu construire, 11 par la force des choses doit changer d'apparence, à une sorte d'alter ego pour évoluer dans le monde réel. Les esclaves MKUltra sont souvent forcés à porter une perruque, souvent blonde, dans le monde réel. Se sentant en sécurité, 11 est de moins en moins une machine et devient de plus en plus humaine, Jane. Cet abri peut être la représentation de son soi à elle qui peut s'exprimer dans cet environnement humain normal. D'autres personnages dans la série sont montrés dans une position d'isolation permettant un contact facilité avec l'Upside Down. Joyce arrive à entrer en contact avec son fils Will à travers des lumières de Noël, une fois qu'elle s'isole dans un petit placard. Cette actrice est très petite. Étant en phase avec son soi, permet à son fils de la contacter. Will s'est réfugié dans un abri qu'il avait construit près de chez lui, nommé Castle Byers. Malgré les maltraitances qu'elle a subies, Jane, appelée Eleven, ramenée au diminutif de Elle, est dépeinte comme une super-héros qui a des super-pouvoirs, comparée à une X-Men dont les films récents regorgent d'héroïnes féminines ces dernières années, ainsi que Star Wars. Elle est un mot sémitique qui veut dire Dieu ou divinité. Comme dit plus tôt, il y a une dimension spirituelle, métaphysique omniprésente dans la série. Le fait qu'elle puisse atteindre l'aspect métaphysique des choses lui donne un statut de déité. À la fin de la saison 1, Will est sauvé par sa mère et le shérif dans l'Upside Down. Lors du dîner de Noël, Will va dans la salle de bain et crache une créature provenant de l'Upside Down et s'y retrouve momentanément. On ne ressort pas indemne de l'Upside Down. Bien que le programme MKUltra soit top secret, la série insinue que cela a des répercussions sur la population entière. Comme dit précédemment, le portail ouvert a créé un champ magnétique qui empêche les boussoles d'indiquer le véritable nord, et peut-être qu'il en est de même du sens moral. Alors que Jane est unique, étrange, elle est le produit énigmatique d'une expérience gouvernementale secrète. Nancy, à l'inverse, est une jeune femme normale, dans une famille normale, dans un quartier normal, cependant les deux personnages sont liés dans plusieurs scènes. Jane, trempée par la pluie, reçoit de la part de Mike des vêtements secs. Sans aucune notion de pudeur, elle commence à se déshabiller au grand étonnement de la bande de garçons. Cette scène montre que les sujets MKUltra ne reçoivent pas une éducation normale, et peut-être indique des abus sexuels lors du programme. Mike lui indique d'aller dans la salle de bain, et ferme la porte en lui disant « Intimité, tu comprends ?» Après avoir été poussée dans la piscine, Nancy obtient de nouveaux vêtements de la part de son petit ami. Elle le regarde et lui dit « De l'intimité peut-être ?» Elle finira par se déshabiller devant lui. Dans l'épisode 2, les créateurs de la série ont mis en parallèle Jane et Nancy. Jane est prête à se déshabiller devant les garçons car elle n'a pas reçu une éducation normale issue de la société patriarcale, la Bible, alors que Nancy l'a bien reçue et demande à son petit ami de l'intimité, tout en la positionnant à côté d'un poster d'une femme à moitié nue. Tout cela pour pointer les contradictions de la société actuelle qui inculque des valeurs de pudeur pour ensuite les déconstruire. C'est à mon avis ce qu'ont voulu faire les créateurs de la série ici.
Avant d'aborder ce que le Vigilant Citizen n'a pas mentionné, je tiens à apporter une autre vision de cette scène. Il est indiscutable en ce qui me concerne, chrétien né de nouveau, que les auteurs de cette série sont lucifériens. Et cette scène qui offre un montage proposant des alternances entre une personne sur le point de mourir, tuée par le Démogorgon, et ces jeunes lycéens qui ont une relation sexuelle, la première, pour Nancy, est pour moi significatif. Toute personne qui a déjà vu un calendrier satanique sait que les satanistes pratiquent des orgies et des sacrifices lors de leurs fêtes rituelles. Pour moi, ce montage est une forme de rituel, qui recrée à l'écran ce qui se rapproche de ce qui est fait par les satanistes lors des véritables rituels. Une gêne évidente survient à la vue de cette séquence chez moi. C'est peut-être aussi une forme d'initiation pour celui ou celle qui aura vu ce type de séquence, enfant, adolescent, qui sera moins heurté lorsqu'il se joindra à de véritables rituels sataniques. Et la série championne dans le domaine des alternances entre scènes de sexe et scènes de meurtre, la voici. Et je tiens à préciser que cette scène que j'utilise pour illustrer mes propos ne contient pas des alternances de scènes de sexe et de scènes de meurtre, mais j'illustre mes propos par celle-ci, je préfère le préciser. Mais je le répète, cette série est la championne dans ce domaine. Aussi important que le message explicite, les structures de la série, message implicite, sont tout aussi importantes et n'ont pas été mentionnées par The Vigilant Citizen. Les frères Duffer, étant lucifériens, ont structuré leur série autour de messages implicites permettant l'avènement du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le règne officiel de Satan sur Terre, à travers l'Antichrist. L'agenda est celui-ci: l'inversion des sexes, la sexualisation dès l'enfance, la destruction de la famille, pilier de notre civilisation, c'est-à-dire un homme et une femme qui font des enfants. Pour détruire cela, il faut lutter contre le patriarcat, les hommes, en les émasculant, et au niveau des femmes, il s'agit de les détourner du patriarcat par le biais du féminisme, car lutter contre le patriarcat, c'est lutter contre la Bible. Dans Stranger Things, justifié par l'époque des années 80, Mike a une coupe de cheveux plutôt féminine et Jen, justifiée par le fait qu'elle est un sujet MKUltra, a une coupe de cheveux de garçon. Plus tard dans la série, nous voyons une inversion explicite des sexes chez les personnages adolescents, où le grand frère de Will tire mal au revolver alors que la grande sœur de Mike, Nancy, tire très bien. Encore plus tard, nous avons Nancy, prête à agir avec une batte de baseball alors que le grand frère de Will n'a aucune envie d'agir avec la batte de baseball. Comme si les hormones de chacun étaient inversées. L'homosexualité n'est pas présente dans la série, mais peut-être que la saison 3 amènera ce thème servant l'agenda de déstructuration de la famille patriarcale. Cependant, dans la saison 2, une petite allusion est faite avec le nouveau personnage Maxine, présenté par son professeur comme nouvel élève à ses camarades, qui de suite rectifie le professeur en lui précisant de l'appeler Max et non Maxine. En cette fin des temps, la majeure partie des chrétiens qui ne sont pas encore persécutés sont les chrétiens d'Occident. Pour pouvoir persécuter les chrétiens d'Occident, les lucifériens doivent programmer la population à la détestation des chrétiens d'Occident sous le biais du terme blanc. Et donc dans Stranger Things, nous avons crescendo les futurs mâles blancs de 10 ans qui persécutent la bande d'amis de la série, nous avons le petit ami de Nancy et ses potes qui sont de véritables cons, et nous avons dans la saison 2 un cas avec le demi-frère de Maxine qui est un vrai psychopathe avec sa demi-sœur, subissant lui-même le comportement exécrable de son père
représentation parfaite du mâle blanc adulte, le patriarcat. Enfin, la vision donnée du mariage entre un homme et une femme consiste à montrer des parents divorcés qui s'engueulent, avec un père qui se fout de ses fils, qui a une nouvelle meuf et une voiture de sport. L'autre vision du mariage consiste à montrer cette fois un couple toujours marié, où la femme porte la culotte et où le père est totalement émasculé. Avec en apothéose une scène dans la saison 2, où le père est littéralement insulté par un enfant de 10 ans. De plus, les enfants sont sexualisés, les sexes sont inversés, les femmes matent les mecs, la belle-mère échangerait bien le père avec le fils, les garçons jouent un jeu arcade où figure une femme en string, et le shérif de la ville a couché avec la plupart des femmes célibataires de la ville. Presque tous les dialogues anodins sont anormaux. C'est une évidence pour moi après avoir examiné de près cette série. Le summum est atteint dans la saison 2, avec cette scène où une mère de famille prenant un bain tout en lisant un roman à l'eau de rose est dérangée par quelqu'un qui sonne à la porte. La femme crie envers son mari pour qu'il aille ouvrir la porte, mais il s'est endormi devant la télévision. La mère de famille enfile son peignoir et va ouvrir la porte sans regarder avant d'ouvrir. Un jeune homme est derrière la porte, chemise ouverte, grand sourire aux lèvres. Il regarde sa poitrine. Je ne savais pas que Nancy avait une sœur. La mère de famille éclate de rire flatté. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Non, je suis sa mère. Mais non. Mais qui êtes-vous? Billy. Il se serre la main de façon tactile. Vous êtes sûrement là pour Nancy, ma fille. Non, pas mon genre. Je cherche ma petite sœur, Max, qui est peut-être avec Lucas, mais apparemment c'est ici que le groupe se réunit, alors me voilà. Elle le regarde éblouie par sa beauté. Elle lui donne l'adresse de Will. Faites attention, il fait sombre, conduisez prudemment. Bien sûr, toujours. Il lui dit « Vous êtes d'une grande aide », tout en portant à sa bouche un biscuit qui croque langoureusement. Elle lui répond « Anytime », n'importe quand. Il part en lui disant « On se reverra ». Elle se tourne pour l'observer tout en se mordant la lèvre inférieure. Gros plan sur ses fessiers assez plats. La caméra filme la mère de famille qui songe à ce beau jeune homme et semble se dire « Je me le ferai bien ». Alors que la plupart des critiques se focalisent sur l'aspect nostalgie des années 80, la série est bien plus que cela. Elle montre au public l'un des aspects les plus sombres de l'histoire américaine avec un de ses pires programmes, le MKUltra. À travers son symbolisme, ses implications métaphysiques, la série révèle la quête sans fin de l'élite pour contrôler le monde. Ce n'est pas un documentaire, mais une série de science-fiction, ciblant les enfants, qui montre ce que les États-nations sont prêts à faire pour lutter contre d'autres États-nations. La série montre une partie des maltraitances tout en adoucissant pour le grand public ce qu'a été vraiment le programme MKUltra. Ce qui pourrait faire croire certains téléspectateurs que ce programme n'était pas si grave ou pire que c'est de la fiction. Au final, la série accomplit sa mission, désamorcer une éventuelle diffusion au grand public de la vérité sur le MKUltra, et elle banalise le sujet dans l'esprit collectif, la psychosphère. La série fait autre chose, elle inceptionne l'idée de l'Upside Down, tout comme l'avait fait le film Ghostbusters dans les années 80, et elle renforce l'idée qu'il faut des super-héros pour lutter contre des forces étrangères, qui étaient jusqu'ici inconnues. À croire que les créateurs de la série préparent la population à l'apocalypse de Dieu, celui de la Bible, et de la tromperie de Satan pendant cette période. Le
projet Bluebeam, voire la série Colonie, qui permettra à l'Antichrist de faire des signes et des prodiges mensongers.